Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le jeudi 4 septembre. Voici les titres. Le label fait maison ne fait pas recette. Les clients n'y prêtent pas attention et les restaurateurs n'ont pas de retombées économiques. Un mois après l'application du décret, nous ferons le point. Les ventes explosent pour le livre de l'ex-compagne de François Hollande. Son ouvrage sur sa relation avec le président est sorti depuis ce jeudi dans les librairies. Le festival Facessi déménage pour la première fois. Il s'installe sur le site du château de Beaupuy à Mouillon-le-Captif. Un espace plus grand et surtout chargé d'histoire, vous le verrez. Et on débute avec ce constat. Le label fait maison, indiqué dans les restaurants, n'a pas rencontré le succès escompté. Ce logo devait pourtant informer les clients sur les plats servis et permettre à certains cuisiniers de se distinguer des autres. Mais un mois après la mise en application de ce décret, le bilan est plutôt mitigé. Le point avec Pierre Dalicieux. Sur ces terrasses de brasserie, quelques touristes ou locaux qui déjeunent. La plupart ont un point en commun. Peu d'entre eux ont pris connaissance du nouveau logo fait maison, pourtant entré en application le 15 juillet dernier. Moi j'en ai entendu parler vaguement à la télévision une fois. Ah non, ça me dit rien du tout, le logo, non. Ils en parlent depuis quand? Ah, le fait maison, ah si, oui, j'ai entendu parler de ça, oui. Mais c'est pas fait encore ça. Il est fait ce logo-là. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de vraiment fait maison? Est-ce que c'est une transformation? Si on rajoute de l'eau ou si on rajoute juste un produit supplémentaire, est-ce que c'est un vrai fait maison? Un toit sur une casserole, voilà donc à quoi ressemble ce fameux logo. Tout restaurateur cuisinant à partir de produits bruts non transformés, autrement dit frais ou surgelés, peut prétendre au fait maison. C'est le cas de ce restaurateur, lui ne travaille qu'avec du frais. Et l'arrivée de ce nouveau logo n'a rien changé au comportement de ses clients. Pour lui, c'est avant tout un problème de communication. Il n'a pas été mis assez en avant. Et aujourd'hui, il est beaucoup trop large en question de choix avec les matières premières pour que le client puisse se retrouver dans ce logo fait maison en fait. Le client est perdu ? Oui, le client est perdu, je pense. Et aujourd'hui, depuis que ce logo est mis en place, moi aujourd'hui, je n'ai pas spécialement de retombées par rapport à ma clientèle qui ne m'en parle jamais. Ici, le fait maison, c'est une question de principe. Ce patron ne travaille qu'avec du frais et du local. Mais pour lui, ce qui attire la clientèle, c'est une carte qui bouge tout le temps. Ils viennent nous découvrir nous après, nous ça fait 1 an et demi qu'on est installé, on est encore peut-être dans une euphorie de nouveautés, donc les gens viennent nous découvrir et le fait de changer la carte tous les jours, obligatoirement interroge notre clientèle et les intéresse pour venir voir les nouveautés qu'on peut créer tous les jours. À peine sorti, ce logo fait maison ne fait vraisemblablement pas recette chez les professionnels. Une célèbre chaîne de restauration rapide pourrait même y prétendre et à coller ce logo sur ses burgers, assemblés et cuits sur place. Au chapitre éducation, on connaît définitivement le nombre de fermetures de classes sur le département. Et fait rare, une seule fermeture est annoncée. Il s'agit d'une classe de maternelle à Venanceau. En revanche, 9 autres établissements ouvrent une classe, notamment à La Roche-sur-Yon, Beaulieu-sous-la-Roche, à Nalliers ou encore à Sainte-Cécile. Mais les syndicats attendaient plus d'ouverture. Le taux d'encadrement ne va pas évoluer à cette rentrée scolaire, ce qui veut dire que les élèves de notre département feront la rentrée dans des classes aussi chargées qu'en 2013, qu'en 2012. Nous manquons de postes pour que véritablement les taux d'encadrement puissent baisser enfin et que la réussite des élèves puisse s'améliorer. Nous, ce qu'on demande pour la rentrée 2015, d'ores et déjà, c'est qu'on puisse enfin baisser ces seuils d'ouverture et de fermeture et qu'on ne soit pas obligé d'atteindre des moyennes infernales dans les classes pour pouvoir ouvrir et apporter enfin un grand bol d'air, quoi. Et aujourd'hui, en moyenne en Vendée, les classes comptent 24 élèves. Et d'après les syndicats, le département possède le seuil d'ouverture le plus haut de France. Alors concrètement, en primaire, une classe doit dépasser la limite des 28 élèves avant qu'une ouverture soit annoncée. Et l'enseignement catholique a également effectué un point de rentrée, notamment sur les effectifs. Le privé compte près de 750 élèves en plus de la maternelle aux formations supérieures. Et ce point de rentrée a permis également de revenir sur les nouveaux rythmes scolaires. Alors concrètement, contrairement au public, le privé n'était pas obligé de proposer la semaine de 4 jours et demi. Cette année, l'ensemble des écoles
passe reste à 4 jours, une seule passe à 4 jours et demi, donc l'école de l'Île-Dieu. Nous allons avoir, pour rendre le temps d'évaluer la situation, à la fois dans notre réseau et dans le réseau public qui lui est obligé d'y passer, avant de déterminer quelle politique mener pour l'année prochaine et les années à venir. Et ajoutons que l'enseignement catholique a également présenté son nouveau logo lors de ce point de rentrée. On revient un instant sur ce fait divers dramatique au Sables-d'Olonne. Une mère est accusée d'avoir tué son fils de 15 ans à l'arme blanche mardi soir. Les amis de l'adolescent organisent une marche en son hommage. Elle aura lieu samedi à partir de 10h sur le remblai des Sables-d'Olonne. On va se pencher un instant sur cette actualité dont tout le monde parle, le livre de l'ex-compagne de François Hollande. Alors dans son ouvrage « Merci pour ce moment », Valérie Trierweiler détaille sans détour sa vie privée avec le président de la République. Le livre est sorti aujourd'hui dans les librairies et déjà les ventes explosent. Reportage de Pierre Dalicieux. Nous avons reçu l'ouvrage de Madame Valérie Trierweiler que nous vous avons mis de côté. Vous pourrez passer. Et depuis ce matin, ça n'arrête pas. Le livre de l'ex-première dame s'arrache. Ici, c'est bien simple. Tous les exemplaires sont déjà réservés. Pour en obtenir un, il faudra repasser. Il n'est plus disponible, donc je vais attendre. Donc je l'ai commandé, je l'ai fait mettre de côté. Je travaille, mais je vais prendre le temps demain matin, avant d'aller à mon travail, de venir chercher mon livre. Un engouement qui s'explique par la surmédiatisation de sa sortie. Ce matin, les lecteurs veulent en savoir un peu plus sur la vie privée du président de la République. Par curiosité plus que par intérêt, vraiment. Dans cette librairie, on ne doutait pas que le livre se vendrait bien dès sa sortie, mais en revanche, l'ampleur du phénomène dépasse un peu ses professionnels. Oui, on a déjà un certain nombre de réservations, oui, c'est impressionnant. Oui. Dès l'ouverture, il y avait 20 personnes qui attendaient dehors, qui voulaient le livre de Valérie. Et aujourd'hui, il en reste Et les peu qu'on a reçus, tout est parti. Il reste donc tous les gens qui les avaient réservés. Ça, j'avoue que depuis un moment... Oui, ça fait... J'ai rarement vu ça. Un engouement que tout le monde ne partage pas, loin de là. Si certains voulaient absolument se procurer le livre, d'autres en revanche ne voulaient pas en entendre parler. J'aime pas de déballage médiatique qu'il y a. C'est du voyeurisme. Et puis ça n'arrange pas le statut de la fonction présidentielle, qui est corné depuis un certain nombre d'années. Non, je n'irai pas l'acheter. Parce que justement, il y a trop de polémiques autour. Pour ce politologue, la sortie de ce livre n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la vie politique du pays. Ce spécialiste est même certain que les hommes politiques sont les premiers responsables de l'importance que prend ce type d'ouvrage. Les hommes politiques, comme les stars du showbiz, utilisent leur vie privée pour pouvoir gagner en popularité. Ils sont les premiers à le faire. Pour moi, il y a une forme de retour des choses, oui, absolument. Et c'est vrai qu'on peut être triste du fait que ce soit cela qui provoque un énorme engouement, beaucoup plus que les enjeux de politique nationale. L'éditeur aurait fait imprimer 200 000 exemplaires de ce livre. Le dernier gros succès de ce type remonte à celui de Cécilia Sarkozy, qui en avait vendu à l'époque un peu plus de 50 000. Politique à présent. Ségolène Royal refuse toujours le projet de l'A831. Elle l'a confirmé ce jeudi matin chez nos confrères de BFM. Rappelons que cette autoroute doit permettre de relier le sud de la Vendée à la Charente-Maritime. On écoute l'extrait de Ségolène Royal et ensuite de Marie-Jo Schatzver, conseillère générale du Sud-Vendée, qui était d'ailleurs à la mobilisation le week-end dernier à La Rochelle. Je m'opposerai à la construction d'une autoroute parce que ça n'est pas sérieux et c'est une destruction d'un espace fragile. Je sais qu'il y a une solution pour améliorer la circulation. Il y a déjà une route nationale. Il faut améliorer cette route nationale, contourner le village de Maran, mais ne pas aller écraser avec une nouvelle autoroute, une nouvelle emprise au sol, des villages, des maisons, des gens qui sont tranquilles. J'ai écouté tout à l'heure cette interview. Je ne comprends pas, je ne sais pas aujourd'hui qui gouverne dans ce gouvernement, qui commande, puisque nous avons été reçus à La Rochelle dimanche dernier par donc le directeur de cabinet du Premier ministre et par ses conseillers, et on nous a dit donc qu'un travail interministériel allait commencer début septembre jusqu'à fin octobre. Tout ça paraît complètement incohérent et la position de Madame Royal aujourd'hui, ses propos ne sont pas acceptables. Un mot pour ceux qui souhaiteraient se rendre à Nantes. Le pont de Cheviré va partiellement être fermé. Il s'agit du pont qui permet notamment de se rendre dans la grande zone commerciale Atlantis. L'accès sera d'abord interdit du 8 au 11 septembre la nuit.
Ensuite, le pont sera fermé durant tous les week-ends de septembre. Prenez donc vos dispositions pour prévoir un autre itinéraire. Demain, le monde agricole sera au cœur des débats. Les États généraux réuniront en effet tous les acteurs du secteur. L'occasion pour eux d'alerter les décideurs, mais également les industriels. Le point sur ce rendez-vous incontournable avec Caroline Tronche. La Vendée, c'est près de 5500 exploitations agricoles réparties sur l'ensemble du territoire. 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour plus de 40 000 emplois directs et indirects, ce qui place le secteur en 3e position des plus gros recruteurs du département. Autant dire que sa bonne santé est importante, qu'elle l'est d'autant plus que les éleveurs ou les céréaliers français seront toujours nécessaires pour nourrir la population. La Vendée est aujourd'hui en tête de certaines productions, de la traçabilité de sa communication ou encore de l'emploi. Voilà ce que comptent donc faire entendre demain les agriculteurs aux élus et aux collectivités locales invitées. Montrer que pour le moment, l'agriculture s'en sort sur le fil, mais que cela ne pourra pas durer éternellement et que si elle périclite, c'est toute une économie locale ainsi qu'une partie de la chaîne alimentaire qui en pâtiront. C'est de se dire, avec les élus, on peut trouver des moyens pour redynamiser une filière, une production. Et donc derrière, nous, l'enjeu sera là demain, c'est voir vraiment le bon mot pour que derrière, on puisse transmettre ce message d'espoir, parce que l'agriculture peut être un espoir pour l'environnement et aussi l'économie. Comme tous les États généraux, ce rendez-vous veut être une première étape, la base d'un travail ensuite collectif, travail dans lequel élus et agriculteurs pourront réunir leurs compétences et sécuriser le secteur. Et dans le même temps, la FDSEA et les services de l'État tentent d'améliorer leurs relations. Ils viennent donc de signer un protocole de bonnes pratiques de contrôle. En effet, sur les exploitations, les contrôles sanitaires ou économiques se déroulent parfois dans une atmosphère difficile. Le contrôleur et le contrôlé ne sont pas toujours en accord, d'où l'importance d'imposer un protocole. On se trouve vraiment dans cette charte dans une logique de rappel des droits et obligations de part et d'autre, de la part des contrôleurs, qui ont encore une fois une mission à accomplir, mais aussi des obligations à respecter. Et puis, pour les contrôlés, donc les exploitants agricoles, également des droits et des devoirs, laisser la mission de contrôle s'exercer, mais également être informés du cadre dans lequel elle va se dérouler. Un point à présent sur les cambriolages. On en parlait hier, ils ont diminué cette année. L'occasion pour la préfecture de préciser les actions mises en place, notamment le plan anti-cambriolage qui a permis de lancer le dispositif de participation citoyenne. Alors concrètement, ce ne sont pas les gendarmes, mais les habitants qui sont invités à être vigilants quand leurs voisins sont absents. L'objectif n'est pas de remplacer les forces de l'ordre, mais bien d'améliorer la réactivité des interventions. Et en Vendée, 12 communes ont déjà mis en place ce dispositif participation citoyenne et aujourd'hui, 6 autres viennent de signer la convention. Parmi elles, la commune de Corps, située près de Luçon. On écoute le maire. C'est une opération qui a été lancée par mon prédécesseur. Donc les premiers contacts avec les services de l'État ont eu lieu au mois de janvier. Et puis des faits récents m'ont incité à reprendre contact et à relancer notamment Monsieur le Préfet lors de sa visite, lors de l'inauguration de la gendarmerie de Mareuil-sur-Lay pour la signature de cette participation citoyenne. Le festival Facessi débute demain, vendredi, et jusqu'à dimanche. Les artistes vont donc se succéder sur la scène de Mouillon-le-Captif. Mais pour la première fois, le festival déménage et s'installe sur le terrain du château de Beaupuy. Un site plus grand et surtout chargé d'histoire. À quelques heures du lancement, Grégoire de Châtillon s'est rendu sur place. C'est ici, dans le cadre à la fois naturel et historique du parc de Beaupuy, que le festival s'installe. Un tournant majeur pour cette nouvelle édition. Les festivaliers devraient apprécier. C'est un cadre qui est méconnu parce que même les promeneurs passent relativement peu dans ce que l'on appelle le village, qui était fait que de vieilles pierres et qui aujourd'hui est un village reconstitué. Ce sont des traces qui datent de 1511, c'est-à-dire l'ancien premier château, qui précédait celui que l'on connaît maintenant, qui sert de décor pour l'instant. Une grange et une étable ont été sauvées par la commune et seront ainsi utilisées pour le festival. À J-1, les techniciens et les bénévoles s'activent. Tout devrait être prêt pour l'ouverture.
Le beau temps et la météo annoncée font que les choses se déroulent plutôt très bien. Voilà, c'est les détails de dernière minute, mais j'ai envie de dire dans la semaine, on déroule un planning qui a été déjà bien préparé. Un site plus grand et plus de scènes pour accueillir les concerts, cela demande davantage de bénévoles. Dominique, lui, prend chaque année une semaine pour le festival. Il y voit aussi ses avantages. Le côté sympathique du festival, c'est aussi voir l'envers du décor, comment se passe, comment on réceptionne les artistes, comment on monte les scènes, comment on fait pour avoir de la lumière, les groupes, le matériel. Tout ça c'est des choses qu'en tant que spectateur normal, on ne voit pas. Du rock, du funk, du jazz, de l'humour et de la variété française pour cette 17e édition qui se veut, comme d'habitude, très éclectique. Et précisons que le festival Facessi propose 30 spectacles en 3 jours. Il reste d'ailleurs des places pour le vendredi et le samedi. En revanche, le dimanche affiche complet, notamment pour le concert de Tal. Et le festival Facessi devrait débuter sous le soleil puisque ce vendredi restera encore estival. La douceur sera présente dès le matin et se poursuivra toute la journée, même si quelques nuages retrouveront progressivement le ciel vendéen. Voilà, c'est la fin de ce journal. Demain, la rédaction de TV Vendée vous proposera une édition spéciale. En effet, nous sortirons des studios pour nous rendre à la foire des Minets à Challans. L'occasion d'être au cœur de cette foire commerciale qui attend plus de 50 000 personnes. On se retrouve donc demain, mais toujours pour un point sur l'actualité vendéenne.